La Chambre. Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Étant donné que nous l'avions suspendu pour à peu près 45 jours, nous allons demander à Monsieur le greffier de nous rappeler l'affaire inscrite au rôle. Affaire ministère public contre Hissène Habré. Accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et détenu suivant mandat de dépôt décerné le 2 juillet 2013. Merci, maître. Nous allons demander aux parties de se présenter afin que nous puissions nous assurer que toutes les parties concernées dans ce dossier sont présentes. Nous allons demander à Monsieur le procureur de commencer dans cette présentation. Au complet, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse le noter au niveau du procès verbal? Procureur général Mbacké Fall. Bien, au niveau des parties civiles, s'il vous plaît. Maître Yare Fall, avocat des parties civiles. Maître Laminane Dintamaji, avocat des parties civiles. Maître Fatima Tassal, avocat des parties civiles. Maître Philippe Oussinet, avocat des parties civiles. S'il vous plaît, ce serait très intéressant que vous puissiez parler dans les micros afin que l'enregistrement puisse être fait, puisque au niveau du procès verbal, nous aurons besoin de cette présence effective. Je disais, Maître Philippe Oussinet, avocat des parties civiles. Maître William Bourdon, avocat des parties civiles. Georges-Henri Bautier, avocat barreau de Bruxelles, avocat de partie civile. Maître Hassan Guillaume Ndiaye, avocat des parties civiles, barreau de Dakar. Maître Jacqueline Moudeina, avocat au barreau du Tchad, avocat de partie civile. Maître Delphine Kemneloum Diraïbe, avocat au barreau du Tchad, avocat des parties civiles. Maître Lambi Soulgan, avocat au barreau du Tchad, avocat des parties civiles. Alain Werner, avocat au barreau de Genève, avocat des parties civiles. Maître Fred Davis, avocat du barreau de Paris et de New York, avocat pour les parties civiles. La défense, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Maître Mounir Balal, donc avocat au barreau du Sénégal, commis dans
l'audience, comme je disais, avait été renvoyée à ce jour pour permettre à toutes les parties de pouvoir déposer leur mémoire. Je pense qu'au niveau donc, des greffes, nous avons reçu, nous avons accusé la réception donc, de toutes ces écritures. Ce matin, nous allons donc au plaidoirie oral et tel que cela m'a été communiqué, les plaidoiries vont commencer par évidemment la partie civile, mais avec l'équipe menée par Maître Yare Fall. Si nous sommes prêts, Maître Yare Fall, nous pouvons entamer donc ces plaidoiries. Monsieur le Président, merci, nous sommes prêts. Est-ce que vous avez une organisation particulière pour ces plaidoiries? Oui, moi personnellement, Monsieur le Président, je serais obligé de me courber comme ça parce que le micro il est trop bas pour moi. Et là, ça va poser des soucis. Non, mais je crois qu'on va essayer. Bon, la difficulté, c'est souvent vous rendre libre. Non, si est-ce que vous pouvez, si vous voulez un micro-baladeur, on certainement, pourra... certainement. Ok, donc on va vous fournir un baladeur. Parfait. Ok, vous pouvez y aller. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques mois, Monsieur le Président, lorsque nous parlions de ce procès, dans les conférences qui se tenaient dans les amphithéâtres avec les étudiants pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de ce procès, dans les débats publics, nous parlions tous au conditionnel. Tout le monde disait, si procès il y a, si procès il y a. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on peut dire que le procès a eu lieu. Il y a eu procès. Et la raison pour laquelle tout le monde parlait au conditionnel, c'était qu'il y a un principe fondamental en droit pénal, le principe de la présomption d'innocence. Je crois que c'est un des piliers du droit pénal. Une personne n'est déclarée coupable qu'à la suite d'une décision de justice. Une décision de justice à laquelle il a participé en se défendant. Et à la suite du procès, les juges qui sont en charge du dossier rendent une décision. Et c'est seulement à partir de là qu'on pourra dire s'il est coupable. Ça, c'est un des principes phares du droit pénal. Aujourd'hui que nous avons ce procès, Monsieur le Président, tout le monde est d'accord au moins sur une chose. Ce procès est historique. Il est historique et il est doublement historique, Monsieur le Président. En tout cas, ceux qui travaillent dans le domaine du droit pénal international le savent, les autres peut-être moins. Cette matière est une matière tout à fait nouvelle, qui a commencé à être élaborée après les 2 guerres mondiales, avec sa cohorte de tueries et de méchanceté, de massacres. C'est à partir de ce moment, à la suite de ces guerres, que la communauté internationale s'est rendue compte que si on n'arrêtait pas, on allait droit vers le mur. Il fallait donc absolument faire en sorte que cela ne se répète pas. Plus jamais ça. C'était ça le slogan de l'époque. Plus jamais ça. Et il fallait organiser l'avenir
Organiser l'avenir, c'était quoi? C'était d'abord, Monsieur le Président, sanctionner les responsables, ceux qui étaient les responsables de ces massacres, de ces tueries insensées. On a éliminé des millions de personnes pour des raisons raciales, pour des raisons ethniques, etc. Il fallait sanctionner. Donc, il s'est créé des tribunaux à caractère international, le tribunal de Nuremberg, le tribunal de Tokyo, etc. Et très vite, s'est posé la question de savoir, Monsieur le Président, est-ce qu'il fallait sanctionner les États? Parce que ce sont ces personnes qui ont été les responsables de ces tueries étaient des hommes politiques, ceux qui étaient à la tête des États. Est-ce qu'il fallait sanctionner les États ou les individus? Il y a eu une petite discussion, mais finalement, on a retenu l'idée que ce sont les responsables qui devaient être sanctionnés. C'est comme ça que ces droits ont commencé à naître. Et plus tard, avec les génocides qu'il y a eu en Yougoslavie, au Rwanda, les massacres qu'il y a eu en Sierra Leone, la jurisprudence a commencé à se faire. Mais compte tenu du fait qu'on ne pouvait pas attendre qu'il y ait chaque fois des problèmes pour créer un tribunal ad hoc, la communauté internationale a décidé de se réunir pour créer une juridiction internationale permanente. Et cette réflexion a donné naissance à la Cour pénale internationale. Donc, le droit pénal tel que nous le connaissons aujourd'hui est une chose tout à fait nouvelle. Je disais que ce procès est historique parce que demain, de la même manière qu'on dit, Monsieur le Président, le TPIR, le TPIY, etc., on dira les chambres africaines extraordinaires. Parce que nous serons cités parmi les juridictions qui sont en train d'expérimenter ce droit nouveau. Et ça, c'est historique, Monsieur le Président. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que le nom de notre pays, le Sénégal, que j'adore, va être associé à cet événement. C'est important. Monsieur le Président, ce procès est également historique pour une seconde raison. C'est la première fois qu'un ex-chef d'État africain est jugé devant une juridiction pour des actes qu'il aurait commis pendant le temps qu'il était au pouvoir. Cela également est extrêmement important. Et ce qui fait le plus l'événement, c'est que ce chef d'État n'est pas jugé là-bas, à la Cour pénale internationale, tant décriée par ces temps qui courent, là-bas, dans la juridiction des Blancs, une juridiction qui ne s'intéresse qu'aux Africains. Il est jugé ici, chez nous, en Afrique, par des juges africains, appliquant un droit africain. Ça, c'est un motif de satisfaction et c'est un événement. Mais, Monsieur le Président, un événement, il faut absolument qu'il suscite des commentaires. C'est normal, nous sommes à l'ère de l'explosion des moyens de communication. Ceux qui savent parlent, ceux qui ne savent pas parlent. Tout le monde a son mot à dire. Nous avons entendu des commentaires qui nous ont fait parfois sourire, mais nous avons aussi entendu des commentaires qui parfois nous ont blessés. Moi, je crois qu'un homme raisonnable, quand il est en face d'un problème dont il ignore les tenants et les aboutissants, avant d'émettre un jugement, la moindre des choses, c'est de s'informer d'abord. Une fois qu'on se sera informé, on pourra, en toute connaissance de cause, émettre un avis. Mais ça a fusé de tous les côtés. On a entendu des commentaires qui étaient à la limite de l'injure. Mais je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris pourquoi les gens se permettent de juger des choses dont ils n'ont ni les éléments d'appréciation, ni rien du tout. Ils émettent des jugements comme ça, de valeur.
et sur des institutions. Moi, ça m'a ébranlé pendant un moment. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est la rançon peut-être qu'il faut payer à la liberté d'expression. Parce que ce Sénégal aussi, quoi qu'on dise, est un pays de droit. Chacun a le droit d'émettre des avis, même si c'est faux. Nos institutions ne sont pas épargnées. Vous avez entendu les commentaires qu'on a fait sur la Chambre, etc., sur nous-mêmes. Et l'idée qui a été avancée, c'est que nous sommes tous des jouets entre les mains de je ne sais quel clic qui se trouverait quelque part et qui nous manipule pour que nous tous nous liguions pour liquider un homme. Comme ça, sans raison. Cela quand même me semble une idée inacceptable. Cela n'est pas acceptable. Nous ne sommes pas là pour ça. Monsieur le Président, nous avons tous en mémoire le début de ce procès. Et vous avez rappelé les principes en disant dès le départ, force restera à la loi. Parce que seule la loi est forte. Nous avons entendu dans les commentaires certains dire oui, ce procès n'est pas équitable. Tous ceux qui auraient dû être poursuivis ne le sont pas, donc ce n'est pas équitable. Mais est-ce que ces gens-là savent ce que ça veut dire un procès équitable? Un procès équitable, ça ne dépend pas des humeurs ou en tout cas des façons de voir des uns et des autres. L'équitabilité d'un procès, c'est une notion juridique qui est juridiquement définie par les textes. Un procès, il est équitable parce qu'il est empreint du sceau du contradictoire. Mais qui osera dire que ce procès-là n'a pas été contradictoire? En tout cas, nous qui étions là au départ, nous pouvons attester, et les pièces du dossier aussi l'attestent, que le procès a été équitable d'un bout à l'autre. Toutes les occasions pendant lesquelles l'accusé devait être informé de l'évolution de la procédure ont été strictement respectées. Tous les avis lui ont été connus. Et les décharges sont dans votre dossier. Qu'on vienne aujourd'hui nous dire non, 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 c'est le juge d'instruction a instruit à charge et à décharge. Moi, j'ai été blessé quand j'ai entendu ça, parce que j'ai fait partie des commissions rogatoires qui étaient composées d'hommes, mais également de femmes. Je les ai vus à l'œuvre, ces personnes, à qui je souhaiterais rendre hommage ici. Ils ont fait un travail extraordinaire, avec le cœur, avec la compétence, avec la technicité qu'il fallait. Et le résultat est là. Vous avez une ordonnance de renvoi. Il faut prendre la peine de la lire avant de juger. Mais ces personnes qui étaient dans la commission d'instruction sont des avocats ici, sont des magistrats ici, qui exercent depuis des dizaines d'années. Tout le monde les connaît. On les a choisis justement parce qu'on était sûr de leurs compétences. Et entendre aujourd'hui dire que oui, ils sont manipulés, on leur a demandé de faire un travail et ils sont payés. C'est incroyablement fou. Le deuxième principe qui régit l'équitabilité du procès, c'est la présomption d'innocence. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me rappelle ici, il y a un témoin qui a comparu, je ne sais plus laquelle, c'était une dame, et qui, citant un proverbe en disant assassin, et tout de suite on a fait le lien en disant oui, il s'adressait à l'accusé, et on lui a demandé non, 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 présentez vos excuses. Non, 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 il est présumé innocent. Et tout de suite vous avez rappelé le principe, mais le principe de la présomption d'innocence a été jusque-là respecté. Je ne vous donner aucun avis sur le moyen de défense adopté par l'accusé.
C'est son droit le plus absolu de se défendre comme il l'entend. Mais lorsqu'il s'est agi d'assurer, comme vous l'avez dit au départ, l'application de la loi, Monsieur le Président, vous avez pris les décisions qu'il faut. Vous avez nommé des avocats pour que la justice puisse continuer à s'exercer. Personne n'a le droit de bloquer le fonctionnement de la justice. Et c'est ce que l'accusé a cherché à faire au début. Par tous les moyens. On a entendu des injures ici. Vous avez envoyé un huissier, vous avez l'acte d'huissier dans votre dossier qui contient des propos que moi je considère comme insultants. Donc personne ne pourra dire que la présomption d'innocence n'a pas été respectée. Le droit d'avoir recours à un avocat. Mais il a choisi des avocats qui ont eux-mêmes choisi de ne pas se présenter. C'est le moyen de défense. Moi, je le dis et je le répète, je n'apprécie ni ne désapprécie. Ça c'est pas mon domaine. Moi, je défends les intérêts des victimes qui m'ont constitué. En tous les cas, vous avez supplié à cette défaillance qu'on a voulu créer en commettant des avocats d'office. Ceux qui ont eu l'idée de retransmettre ce procès en direct ont eu une idée géniale, Monsieur le Président. Parce que tout se fait en public. Il n'y a rien d'occulte, il n'y a rien de caché. Les avocats commis d'office, ils sont là. Ils ont fait leur travail et le plus honnêtement du monde. Moi, je les côtoie tous les jours. Personne ne peut rien leur reprocher. Ils ont fait leur travail. Permettez-moi de le dire, confrère. Ce n'est pas moi d'apprécier, mais permettez-moi de donner une idée, ou en tout cas un sentiment personnel. Donc, Monsieur le Président, il a eu droit d'avoir un avocat. L'autre principe qui gouverne l'équitabilité du procès, c'est le caractère public de l'audience. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire non, on ne m'a pas admis à l'audience, on m'a expulsé, sauf ceux qui troublaient, ceux qui cherchaient à bloquer. On les a effectivement mis dehors, parce que nous étions en train de travailler. Il n'est pas question que quelqu'un vienne nous perturber. Et vous avez pris les mesures qu'il fallait. Et le procès, il s'est déroulé normalement, sans anicroche. Le droit à l'égalité des arts. Là également, tout le monde peut en attester. Chaque fois qu'il y a eu une tendance vers un quelconque déséquilibre, vous avez rappelé tout le monde à l'ordre. Le parquet général, la défense, maître, non, etc. Mais c'est palpable, tout le monde l'a vécu. Et s'il y a des contestations, on peut sortir les films. Les films sont là. Personne ne peut le contester qu'il y a eu une égalité des armes. La défense a joui de tous ses droits d'un bout à l'autre du procès. Ça, ce ne sont pas des déclarations, cela résulte du dossier. Peut-être que ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas accès au dossier, ne peuvent pas le savoir. Mais ceux qui ont accès au dossier verront qu'il y a tous les avis, on les a convoqués à toutes les étapes de la procédure. Ils étaient là. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est également un des principes de l'équitabilité du procès. Monsieur le Président, demandez à tous les criminels qui sont actuellement dans les prisons du Sénégal, je suis sûr que vous avez jeté un coup d'œil sur les journaux de notre pays, vous écoutez la radio et la télévision, et le problème le plus récurrent, c'est les longues détentions. Des gens sont gardés pendant des années, sans être jugés, parce qu'il n'y a pas les moyens matériels et humains. Il y a tellement de moyens qui font défaut, malgré les efforts de l'État, les prisons sont encore engorgées.
Mais entre nous, ce procès, est-ce qu'il a vraiment, oui ou non, respecté des délais raisonnables? Ça se passe de commentaires. Il a même, je pense que les délais ont même été écoutés. Le travail que nous avons effectué, il était tellement énorme qu'à un certain moment, nous sommes venus devant vous, Monsieur le Président, pour dire est-ce qu'il ne fallait pas rallonger les délais pour nous permettre de voir tous les aspects du problème. Mais vous avez été catégorique en nous disant non, maître, il faut qu'on respecte l'égalité des armes. Et nous nous sommes tous inclinés en disant effectivement, il faut respecter l'égalité des armes. Donc, Monsieur le Président, le procès, il est très très bien équitable. Il ne faut pas confondre équitabilité et les états d'âme des uns et des autres, qui en veulent peut-être à une autre personne. Mais en tout cas, ça ne me semble pas être un bon moyen de défense devant une cour criminelle que de dire je n'étais pas seul à avoir commis le délit. Ça, c'est un moyen de défense qui me semble quand même assez indéfendable. Occupez-vous de vous-même d'abord, défendez-vous et après, ensuite, on verra. De toute façon, pour le moment, c'est vous qui êtes devant la Chambre. Dire que je ne suis pas le seul à avoir commis le délit, comme on dit ici, un proverbe très célèbre en Wolof qui dit « Bokkumasi mo gën du manak ». Ça veut dire textuellement, il vaut mieux ne pas en faire partie que de dire « je n'étais pas seul ». La responsabilité pénale est une chose individuelle. Au cours d'une audience, j'ai entendu un de nos confrères vous demander de lui donner acte de ce que la responsabilité pénale est individuelle. Mais on n'a pas besoin de donner acte de ce principe. C'est une des bases du droit pénal. On n'est responsable que des actes qu'on a commis. La responsabilité pénale est individuelle. Chacun doit répondre de ses actes et de ne pas se préoccuper de ce que les autres ont fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun répond de ses actes. Donc, Monsieur le Président, je pense que pour le caractère équitable du procès, il n'y a aucun souci. Nous nous investissons dans la défense des droits de l'homme depuis plusieurs années maintenant, et c'est des principes pour lesquels nous nous sommes battus. Donc nous n'accepterons pas qu'il soit, pour l'occasion d'un procès, violé. Le deuxième point, Monsieur le Président, sur lequel je voudrais faire des observations, ça me peine de le dire, mais c'est des constats, Monsieur le Président. Et comme je le disais tout à l'heure, les images sont là s'il y a quelque velléité de contestation que ce soit. C'est l'attitude de l'accusé. C'est son droit le plus absolu de dire non, non, je ne veux pas répondre à vos questions. Mais est-ce que, après avoir utilisé toutes les voies de recours jusqu'au niveau de la Cour suprême, et après avoir été débouté à tous les niveaux, on a encore le droit de dire non, non, je ne reconnais pas votre autorité? Ça ressemble à quoi? On nous l'a présenté dans l'historique comme un fin juriste. Mais un fin juriste, lorsqu'il épuise les voies de recours, il s'incline. Mais Monsieur le Président, que je sache ici, on n'est ni dans le désert, ni sous le soleil. Est-ce que pour refuser de répondre à vos questions, on a besoin de s'enturbaner et de mettre des lunettes de soleil? On peut bien dire, je ne réponds pas, mais cet accoutrement-là, c'est quoi? Moi, j'ai une tendance, Monsieur le Président, parce que je l'ai entendu ici, c'est encore dans les transcrits, certaines victimes l'ont dit. Est-ce que ce n'est pas une manière, ou alors de défier la justice,
parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas raison. Ou alors, c'est une façon de fuir ses responsabilités, de ne pas voir, regarder ce qui vous accuse en face. Il faut choisir entre les deux, parce que sinon, c'est incompréhensible. Monsieur le Président, je l'avais dit tout à l'heure, moi je suis profondément patriote. Tout ce qui touche le Sénégal m'empêche de dormir. Je ne veux pas qu'on flétrisse les insignes, ou en tout cas nos institutions. Nous avons tenu ici une 50aine d'audiences, Monsieur le Président. Chaque fois que votre auguste cour, ce ne sont pas vos personnes qui sont en cause, mais c'est une institution. Parce que le texte qui crée les chambres africaines dit que les chambres africaines font partie intégrante de l'institution judiciaire. Donc vous êtes une institution de notre République. Chaque fois que vous êtes arrivé, l'huissier a annoncé votre arrivée en disant « la chambre », a commencé par monsieur l'avocat général, les avocats, le public, ses propres conseillers, ceux qui sont ici dans la salle et ceux qui sont dans le couloir, là-bas qui plaident dans le couloir, tous se lèvent parce qu'il s'agit de la République du Sénégal. Mais impassiblement, un pied sur l'autre, comme ça, il reste assis. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi il nous traite comme ça, nous qui l'avons hébergé depuis si longtemps? C'est une question de République. Il n'a pas ce droit-là. Il a porté atteinte aux institutions de notre République. Et cela est inacceptable. Il ne faut pas confondre les droits de la défense et cette attitude de, je ne sais pas, de mépris à l'endroit de ceux qui vous ont quand même hébergé quand vous aviez pris la fuite. Ce n'est pas normal, il faut le souligner. Ce n'est pas acceptable. C'est l'occasion de le dire aujourd'hui. Quand on le disait dans le procès, on disait non, mettez pas de commentaires. Mais aujourd'hui, les commentaires sont permis. En tout cas, moi, j'ai été blessé dans ma dignité de Sénégalais à cause de ça. Personne n'a le droit de faire ça. Si vous allez dans n'importe quel pays du monde et que vous restiez assis au moment où on joue l'hymne national, l'injure ne peut être plus grave. Et c'est la même chose qu'il fait. Et il ne le fait pas une fois, il l'a répété plus de 500 fois. Mais vous imaginez? C'est inacceptable. Et tous les Sénégalais devraient le dénoncer. Parce que quand il s'agit de la République, il n'y a pas de demi-mesure. La patrie, notre président de la République dit, la patrie avant le parti. La patrie, c'est quelque chose de capital, monsieur le président. On ne joue pas avec ça. Cela dit, monsieur le président, vous avez rendu une ordonnance dans laquelle vous nous invitiez à donner nos impressions sur des écritures qui ont été déposées par nos confrères de la partie civile. Et dans les conclusions que nous avons nous-mêmes déposées, nous avions promis au cours de notre plaidoirie de donner notre impression. Je vais donc devoir, monsieur le président, passer à ce point. Pour vous dire ceci. En tout cas, dans notre équipe, monsieur le président, nous avons passé très très longtemps sur cet aspect des choses. Nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons beaucoup recherché. Mais le problème, c'est que nous sommes devant une juridiction qu'on ne peut qualifier péremptoirement ni d'international ni de national. C'est d'abord l'accord qui
qui a été signé entre l'État du Sénégal et l'Union africaine, qui dit que les chambres africaines ont un caractère international. Point. Pour son organisation et son fonctionnement, elles vont appliquer le code de procédure pénale du Sénégal et les autres lois sénégalaises pertinentes. Pour son organisation et son fonctionnement. Alors nous, on était en face d'un dilemme. C'est une juridiction internationale. L'accord, vous le savez, est fait par des politiques qui se réunissent là-bas à Addis Abeba, qui nous balancent les textes, et il nous appartient à nous, les juristes, de nous débrouiller. L'accord dit que c'est une juridiction à caractère international. Mais quand on lit les statuts, qui répètent, pour l'organisation et le fonctionnement, il faut appliquer le code de procédure pénale du Sénégal et les dispositions de la loi sénégalaise pertinentes. Mais alors, est-ce que nous sommes devant une juridiction internationale appliquant les principes que nous connaissons? Une procédure totalement accusatoire, où les parties civiles n'ont pas leur place? Je ne pense pas. La preuve en est que moi, partie civile, je suis là en train de plaider le premier. Ce qui est inconcevable dans le système de la common law qui inspire le droit international. Ce n'est pas possible. Les statuts de Rome disent que les parties civiles, lorsqu'elles sont autorisées à participer, peuvent faire valoir leurs vues et préoccupations dans les limites définies par la Cour. C'est ça le principe qui est appliqué en droit international. Mais là, non. Une partie civile qui prend la parole le premier, qui fait des écritures comme elle l'entend, qui plaide, qui participe à des commissions rogatoires et tout ça. Cela nous a fait penser que finalement on était en train d'appliquer le droit national, le code de procédure pénale, qui a créé un juge d'instruction et une chambre d'accusation. Donc il y a eu un juge d'instruction et une chambre d'accusation. Mais est-ce qu'on est dans le droit international ou dans le droit national? En tout cas, nous nous sommes rongés les méninges, on a travaillé, on a réfléchi, chacun a donné son idée pour dire, mais finalement, comment on va faire pour sortir de ces labyrinthes? Malheureusement, quand on élabore ces textes, on n'associe pas les gens qu'on devrait associer. On s'enferme quelque part, on fait des textes, on les balance aux juges et aux praticiens. Donc à se débrouiller, ce sont eux les juristes. Moi, je crois que ça nous aurait simplifié la vie dans cette affaire si on avait un code de procédure et de preuve. Mais là, finalement, quand nous avons fini de discuter, mes collègues et moi, nous avons estimé qu'il fallait aller dans le sens de l'ordonnance de renvoi. Parce que c'est ça qui est en cours dans la juridiction nationale. Une fois que l'ordonnance de renvoi est rendue, les parties doivent se conformer à l'ordonnance de renvoi. D'autant plus qu'aucune des parties n'a fait appel. Aucune des parties n'a critiqué cette ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi, vous avez également les avis dans votre dossier. Toutes les parties l'ont reçu. Personne n'a fait quelque recours que ce soit. De telle sorte que finalement, cette chambre d'accusation a existé pour pratiquement rien. Elle a fait de la figuration. Elle a rendu 2 arrêts sur des incidents. Mais c'était l'occasion de faire appel devant cette chambre d'accusation et de critiquer l'ordonnance de renvoi, mais personne ne l'a fait. Nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte par la suite, mais ça aurait été une occasion formidable d'aller critiquer cette ordonnance de renvoi qui sur plusieurs points, quand même, était critiquable. Mais puisque nous n'avons pas agi dans les délais, en tout cas concernant les parties, l'ordonnance de renvoi est irrévocable. C'est comme ça, en tout cas, que ça se conçoit dans le droit national. Si vous ne faites pas appel de l'ordonnance de renvoi, elle s'impose à vous.
Maintenant, quid de la disqualification? Ça, c'est un domaine réservé du juge. Parce que si vous regardez les dispositions du Code de procédure pénale, et même sur le plan international, les parties n'ont pas à s'immiscer dans ce domaine. Ça relève de la compétence exclusive du juge. Dans le Code, c'est au moment de la délibération. Si la Chambre constate que des faits qui ont été relatés à l'audience peuvent faire l'objet de disqualification, il peut le faire. Ça relève de votre appréciation souveraine. Le caractère irrévocable de l'ordonnance s'impose à nous, les partis, mais pas à vous, la Chambre. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons estimé devoir, en conformité avec l'ordonnance de renvoi, retenir simplement les formes de responsabilité qui ont été retenues par le juge d'instruction. Et ce faisant, nous avons entrepris, comme vous pouvez le constater dans nos écritures, d'apprécier la responsabilité de l'accusé pour la part qu'il a prise dans l'entreprise criminelle commune, pour les crimes contre l'humanité, les crimes de torture, etc. Et pour les crimes de guerre, de ne l'étudier que sous le titre de supérieur hiérarchique. Donc, c'est cette démarche que nous avons adoptée. D'autant plus que les dispositions des articles 329, si je ne m'abuse, du Code de procédure pénale, qui font partie du titre premier du livre 2, ont été abrogées depuis longtemps. On ne peut plus les citer, ces dispositions. Elles sont abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions qui introduisent les chambres criminelles devant les juridictions de grande instance. Donc, Monsieur le Président, je pense que, sauf maintenant un complément que vous donneront mes confrères, vous pouvez comprendre la raison pour laquelle nous avons choisi cette démarche. Maintenant, concernant la responsabilité du supérieur hiérarchique. Là également, Monsieur le Président, lorsqu'on a écouté les commentaires, on a entendu des choses ahurissantes. Ils ont dit, oui, 40 000, comment est-ce qu'un accusé peut lui-même tuer 40 000 personnes, etc. Ce n'est pas possible, etc. On sait mal connaître les dispositions légales. La responsabilité du supérieur hiérarchique, ce n'est pas du tout une responsabilité du fait d'autrui. Non. Ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces crimes de masse, les concepteurs, les têtes, ceux qui élaborent la politique, ils sont en haut et il y a ceux qui sont en bas qui font la basse besogne. Ces gens-là sont condamnables, mais le droit international cherche à sanctionner ceux qui ont conçu, ceux qui n'ont pas pris les mesures pour empêcher que cela se fasse, etc. C'est ça, c'est cette idée-là qui est à la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Qui ose aujourd'hui dire que pendant cette période, il y avait une autre autorité que celle de l'accusé au Tchad? Je pense que sur ce point, tous les éléments du dossier sont concordants et à la limite, les témoignages sont identiques. Personne ne pouvait rien faire sans s'en référer à Monsieur le Président de la République. Et dans les chansons populaires, vous l'avez entendu,
ceux qui vivent au Tchad vous le diront. Hissène Habré ici, Hissène Habré là, Hissène Habré partout. Il était effectivement partout. Des témoins vous l'ont dit, des officiers militaires qui étaient dans leur caserne tranquillement en train de faire leur travail ont été cueillis en présence du responsable du camp, un chef de division, par des agents de la DDS. Et il n'a pas osé broncher. Des commissaires de police ont vu leurs agents enlevés sous leurs yeux. Et ils ont dit, ah, puisque c'est la DDS, moi je n'y touche pas. Aucun avion ne peut décoller sans son avis. Et on vous dit qu'il tenait particulièrement au gros porteur. Ça, il ne fallait pas y toucher. C'était son avion, c'était à lui. C'était sa chose. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi il tenait tant à ces gros porteurs. Après, par la suite, j'ai compris quand j'ai avancé dans le dossier. Vous pensez que ces gros porteurs qui peuvent atterrir n'importe où au Tchad, avec un nombre important de soldats, c'était pour aller y faire du tourisme? Non. Il fallait agir vite et bien quand il s'agissait d'une tendance, je ne dis même pas d'une réalité, mais simplement d'une tendance de contestation. Il fallait aller vite, réprimer. Mais vous avez entendu un témoin qui aurait dit que le président est un soulard, il a failli perdre la vie. Il a fallu qu'il se confonde en excuses. Mais ça, c'est quoi? La responsabilité du supérieur hiérarchique, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas penser que c'est la responsabilité qui est décrite dans les textes. La jurisprudence que vous connaissez parfaitement bien, Monsieur le Président, dit que c'est la personne qui exerce effectivement l'autorité. Même si c'est une autorité de fait. Cet accusé a mis entre parenthèses les institutions de la République du Tchad quand il est arrivé au pouvoir. Il a créé ses propres appareils qu'il dirigeait de main de maître. C'est lui qui libérait, c'est lui qui faisait exécuter. La responsabilité du supérieur hiérarchique dans les dossiers de Yougoslavie et au Rwanda, Monsieur le Président, ont posé quelquefois des problèmes parce qu'on se demandait qui avait donné l'ordre. Mais dans l'exemple du Tchad, les choses sont d'une clarté éblouissante. La seule autorité qui donnait les ordres, c'est cet accusé, Monsieur le Président. Tout le monde était sous ses ordres. Et si on tient encore à discuter, moi je vous renvoie aux dispositions du statut. La responsabilité du supérieur hiérarchique est engagée non seulement lorsqu'il savait que les crimes étaient en train de se commettre, mais simplement lorsqu'il avait des raisons de croire. Si simplement il avait des raisons de croire que ces crimes étaient en train de se commettre, sa responsabilité est engagée. Un chef d'État qui crée des prisons jusque dans la cour de sa maison. Des témoins vous ont dit qu'il est venu dans les maisons d'arrêt. Il est venu. Il peut aujourd'hui vous dire, non, je n'étais pas au courant. C'est incroyable. Et l'autre aspect de la responsabilité du supérieur hiérarchique, Monsieur le Président, c'est qu'il n'a pas pris les mesures pour empêcher que les crimes se commettent. Quand il commet une faute de cette nature, également sa responsabilité est engagée. Non pas du fait des autres, mais c'est une responsabilité personnelle. C'est à ce titre qu'il est là devant vous. Il ne faut pas faire de confusion. On essaie de profiter
de cette situation de méconnaissance dans laquelle se trouve une bonne partie des populations pour essayer de les tromper en disant que non, non, il n'est pas possible qu'il ait commis. Mais nous sommes en train de travailler avec des textes, nous. Les commentaires, bon, c'est d'or. Mais les dispositions légales sont là, on est obligé de les appliquer. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Le droit, c'est une science. Hein. Il faut passer beaucoup d'heures de travail pour la comprendre. Et le dernier aspect, Monsieur le Président, la responsabilité du supérieur hiérarchique, c'est qu'il n'a pas pris des mesures, des sanctions, étant informé qu'il y avait eu des exactions, il n'a pas pris des sanctions. J'ai lu quelque part, dans un mémoire, que non, 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 c'est pas vrai, il a pris des sanctions parce qu'en Gallo, il y a 2 officiers qui ont commis des massacres, et quand il a été au courant, vous savez ce qu'il a fait? Il les a exécutés à la place publique, sans autre forme de procès. C'est ça la sanction? Cela ne fait que confirmer ce que nous sommes en train de dire. Il avait un droit de vie et de mort sur les populations du Tchad. C'est ça la vérité, il faut que tout le monde le sache. Nous ne sommes à la solde de personne. Mais nous pensons simplement, Monsieur le Président, qu'il faut assumer la responsabilité de ces actes. J'ai lu dans l'ordonnance de renvoi qu'à un certain moment, on l'appelait le lion de l'UNIR. J'ai un peu souri, j'ai dit, mais normalement, un lion, il ne prend pas la poudre d'escampette, il meurt au champ de bataille, normalement. Et surtout qu'il n'a pas oublié, en venant, de passer tranquillement au trésor pour ramasser toutes les richesses du pays. Le qualificatif de lapin aurait été beaucoup plus adéquat. Spolier son pays, après l'avoir meurtri pendant de longues années, s'enfuir et venir se la couler tous sur les bords de l'océan Atlantique en investissant dans des mosquées et pour faire croire aux gens qu'on est un bon musulman, etc. Ça ne peut pas marcher. Chacun doit répondre de ses actes. Monsieur le Président, vous l'avez dit au départ, et nous osons espérer que ça va être le cas jusqu'à la fin. Force va rester à la loi. Je vais laisser la parole à mon excellent confrère, Maître Laminal, pour qu'elle vous illustre les crimes de guerre qui ont été commis dans le cadre de cette affaire. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci, Maître. En signalant que nous allons observer, comme à l'habitude, une pause à partir de 10h30. Merci, Maître. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Dès l'entente de mes propos, Monsieur le Président, je voulais tout simplement vous rappeler que nous avons passé 3 mois durant à écouter les victimes. Vous les avez tous entendus, Monsieur le Président. Ils vous ont dit ce qu'ils ont vécu. Vous avez tous entendu ces victimes, des responsables, des gens qui sont venus de loin témoigner de ce qu'ils ont vécu. L'horreur qu'ils ont vécue au Tchad pendant cette période, Monsieur le Président. Des gens qui se sont retenus, mais malgré tout, ils ont versé des larmes devant vous ici, Monsieur le Président. A-t-on droit de dire qu'on a imaginé ou bien fabriqué ces victimes? A-t-on le droit de dire que c'est de la machination, que c'est imposé, fabriqué de toutes pièces? Monsieur le Président, vous êtes là pour rendre la justice à toutes ces victimes, à toutes ces femmes, à tous ces orphelins, à tous ces veuves,
qui aujourd'hui n'ont que des larmes aux yeux. Monsieur le Président, c'est une lourde responsabilité que vous avez. Nous parlons des victimes. C'est vrai, des victimes qui sont vivants, des rescapés. Mais ceux qui sont disparus, ceux qui sont jetés dans le fleuve du Chari, ceux qui ont été enterrés à Ambing, ceux dont les parents n'ont même pas vu les traces, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on en fait? Doit-on continuer à dire que cet homme n'a rien fait? Doit-on continuer à dire que non, il n'a rien fait, il est innocent? Monsieur le Président, c'est grave. C'est grave. C'est tout un peuple décimé. Depuis des années, les gens n'attendent que cela. Ce qu'on peut dire, c'est un jour J aujourd'hui. Un jour J. Pour vous dire ce que les gens ont vécu. Dans leur chair et dans leur âme, Monsieur le Président. Je dirais donc, vous avez la lourde responsabilité de rendre justice à tout ce monde qui vous regarde. Ils ne sont pas dans cette salle, c'est vrai, mais ils sont au Tchad. Tous sont en train de vous regarder. De vous regarder parce que, Monsieur le Président, chaque famille au Tchad a perdu au moins un de leurs. Chaque famille, moi qui vous parle, j'ai aussi perdu mes parents. Monsieur le Président, dans cette affaire, tout le monde, Monsieur le Président, a subi cette terreur. La loi du silence qu'a instauré M. Sénabré. Personne ne pouvait le contredire. Il suffit d'avoir un parfum qui sent mauvais pour qu'on se retrouve au niveau de la DDS. Et quand on se retrouve au niveau de la DDS, c'est fini. Personne n'a le droit de s'informer du sort de ses parents. Personne n'a le droit. Ou alors, c'est toute une famille qui s'en va. Monsieur le Président, nous avons vécu l'horreur. Vous avez hérité du dossier. Vous avez les papiers devant vous. Mais nous avons vécu l'horreur, Monsieur le Président, dans la chair. C'est une injure de dire que tout ce qui s'est passé, c'est de la blague. Tout ce qui s'est passé, c'est une machination, Monsieur le Président. C'est une erreur de dire, et c'est une injure à l'égard de toutes ces victimes. Je dirais que l'âme des disparus plante dans ce plaidoir. L'âme des disparus est présente dans ce plaidoir. Et vous avez l'obligation de rendre justice à tout ce monde. Aujourd'hui, il n'y a pas des intellectuels au Tchad. Il y en a même très peu. Très peu, pourquoi? Parce que tout ce monde qui est parti, des hauts cadres, des docteurs, des enseignants, des gens qui sont censés faire grandir le pays, développer le pays. Aujourd'hui, on ne les voit plus. À cause de cet homme, Monsieur le Président. À cause de ce seul homme. Monsieur le Président, moi je dirais que ce monsieur, il a le même nom que Hitler. Son nom commence par H. Je ferai la comparaison, c'est comme Hitler. C'est comme Hitler. Monsieur le Président, la DDS, c'était comme la Gestapo. La DDS, c'était comme la Gestapo, Monsieur le Président. La toute-puissante DDS. Et l'ethnie courante, l'ethnie de Monsieur le Président, pouvait tout faire sans être inquiété. C'était la race supérieure au Tchad.
tuer sans être inquiété, Monsieur le Président. C'est ce que nous avons vécu. Il faut subir. Subir et se taire. Subir dans le silence. Subir la douleur dans le silence. Ne pas voir ses morts. Ne pas pouvoir faire son deuil. C'est tout ce que nous avons vécu, Monsieur le Président. Quand on est capable de dire non, on est coupable. Oui, Monsieur le Président. Quand on est capable de lever la voix, on devient coupable. Voilà en fait toute l'horreur que nous avons vécue au Tchad. Personne n'était épargné. Les enfants, les femmes, les jeunes, les vieillards, le cultivateur qui est dans son champ, loin, qui ne connaît rien de la politique, se retrouve au niveau de la DDS. Tant pis. La suite, on ne connaît plus. La suite, on ne connaît plus. Les gens se retrouvent. Et alors, ce n'est que ce jour, on vous a dit, ce jour où Barnabas, qui ouvre les portes des prisons, c'était le jour où tout le monde accourait dans ces prisons pour voir au moins ses parents, voir avec un certain espoir de retrouver sa famille. Mais c'était le néant pour certains. C'était vraiment le néant. C'était vraiment le néant. Il n'y avait que des pleurs, Monsieur le Président. Et tout cela à cause de cet homme. Monsieur le Président, je vous dirais que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Je m'en vais vous parler effectivement des crimes de guerre. Des crimes de guerre qu'a commis cet homme. Les crimes de guerre sont définis comme toute violation grave du droit international humanitaire commise à l'occasion d'un conflit armé, international ou interne, à l'encontre des civils ou de combattants ennemis. Ces crimes de guerre sont prévus par la Convention de Genève du 12 août 1949, de leur protocole additionnel 1 et 2 de 1977 et des conventions de La Haye de 1899 à 1907. Vous avez l'article 7 du statut qui précise les crimes de guerre constituent un crime de guerre l'un des actes ci-après lorsqu'il concerne les membres de forces armées, les prisonniers de guerre ou des civils, des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949. On cite l'homicide volontaire, la torture, les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, causant intentionnellement de grandes souffrances à l'intégrité physique et psychique, la destruction et l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement. La déportation, le transfert illégal, la détention illégale, la prise d'otages. Les chambres africaines sont compétentes pour juger les personnes ayant commis des violations graves de l'article 3, commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre et du protocole additionnel 2 aux dites conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent les atteintes portées à la vie, à la santé, au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels, tels que la torture, les mutilations ou toutes les formes de peine corporelle, les châtiments collectifs. De cette définition, il faut relever 4 éléments qui, en plus de l'élément intentionnel, constituent les éléments qui constituent le crime de guerre. Il faut d'abord un acte prohibé, qui peut être un meurtre, l'atteinte à l'intégrité physique,
commis à l'encontre des personnes protégées, qui sont des civils, ça peut être des réfugiés, commis durant un conflit armé interne ou international, et il faudrait qu'il y ait un lien de connexité entre le conflit armé et l'acte posé. L'auteur de l'acte doit être conscient du conflit armé au moment de la commission de l'acte. Il faut relever également que le conflit interne doit être différent d'une tension interne des actes de banditisme. Et ce conflit interne doit avoir des caractères d'un affrontement armé prolongé, le niveau minimal d'intensité et minimum d'organisation. Voilà les éléments textuels qui définissent les crimes de guerre. Pour le cas du Tchad, nous avons retenu le conflit au nord. Ce conflit qui opposait donc le Gounth au régime de Hissène Habré. La guerre du Nord, cette guerre donc, d'abord le Gounth était composé des 6 factions, à savoir le FAT de Kamougué, l'UN2 de Facho Balam, le FAP de Goukouni Wedei, le CDR de Hachek Ibn Oumar, le FAO de Moussa Medela et le Frolina de Abdelkader Yassine. Toutes ces factions avaient pour objectif de faire face à Hissène Habré, qui, selon eux, était l'usurpateur du pouvoir. Donc, ils avaient une armée qui est l'ANL et ils étaient installés à Bardei. Ils avaient le soutien de la Libye, soutien logistique et financier à un moment, mais ce soutien s'est renforcé par la suite, ce qui donne le caractère international du conflit. De ce conflit, il y a eu un affrontement. L'affrontement entre le Gounth et les Fantes a eu lieu d'abord en mai 1983, une offensive contre l'armée nationale tchadienne, les Fantes, et qui s'est soldée plutôt le 30 juillet 1983. Cette offensive s'est soldée par la capture des soldats. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'il y a eu homicide volontaire. De cette attaque, il y a eu homicide volontaire parce que tous les témoins qui sont passés ici vous ont dit que les civils du Gounth, les cadres civils du Gounth, qui étaient au nombre de 7, ont été exécutés. Les témoins, je les cite, Adam Assabala, Kedala, qui a eu à déposer devant vous, a fait mention du fait que lors de son audition, il disait ceux qui ont été faits prisonniers le matin au nombre de 600 étaient détenus à la maison d'arrêt de Fada et d'autres, moi-même et certains cadres civils du Gounth, ministres et autres tels que Dr Noukouri, Adam Hamid, Moussa Ali Kosso, un journaliste tchadien, étions détenus au bureau de tactif de Faya. Le lendemain, Hissène Habré est personnellement venu dans notre lieu de détention, a échangé quelques mots avec certains cadres de Gounth. Et je précise que Adam Hamid nous remontait le moral, nous les jeunes, et nous disait de ne pas avoir peur, car rien ne nous arrivera de la suite, contrairement à eux, car Hissène Habré va les éliminer physiquement. Ce témoin donc a précisé que 2 jours après, 6 camions sont venus pour emporter ces civils dont on a pu retrouver les traces. Monsieur Béchir Bichara Dagachen a déclaré aussi que cette bataille s'est terminée par la défaite de Gounth et la capture de plus de 1000 prisonniers environ, parmi lesquels nos cadres civils. Il y avait Dr Noukouri, Moussa Ali Kosso, Hassana Filedje. Ces cadres ont été triés des groupes de prisonniers. Depuis lors, on ne les a plus revus.
Djibril Amat, un autre combattant, qui avait précisé aussi qu'il faisait partie des 1000 soldats qui avaient été prisonniers à Faya-Largeau. Seuls 600 ont été transférés à la maison d'arrêt de N'Djamena. Et il déclare les prisonniers de guerre restés à Faya, parmi lesquels Hassan Afiledje, Dr Noukouri, Assef Mohamed, Gamba Amat alias, ont tous disparu sans laisser de traces. Ces gens ont été effectivement exécutés. Ces cadres civils ont été exécutés. Il y a aussi l'exécution des cadres militaires. Les cadres militaires, c'est le témoignage de Béchir Bichar Dagachen qui disait qu'ils ont fait un tri et ont sélectionné 150 personnes environ. Ils les ont amenées vers une destination inconnue. Parmi ces 150, je n'ai revu que Bichar Djibril Amat, à ma sortie de prison, qui m'a dit que les 149 autres prisonniers de guerre ont été exécutés par les agents de la DDS. Vous avez entendu M. Bichar Djibril Amat qui vous a décrit comment ça s'est produit. Lui, c'est le seul rescapé. Même si de l'autre côté, les gens ne veulent pas reconnaître que c'est le seul rescapé de cette horreur. Ils étaient 150 à être enlevés, des prisonniers de guerre. Et ils ont été exécutés. Lui, il a eu la vie sauve grâce aux gens qui l'ont aidé à traverser le fleuve. Ce témoignage a été confirmé par Amnesty International à travers son document publié en 1989. Un groupe de 30 officiers du GUNT avait été exécuté le 11 août 1983 et quelques jours plus tard, à la sortie de la reconquête de Faya-Largeau par le GUNT, les services de sécurité avaient exécuté par vengeance 150 prisonniers qui étaient détenus dans la maison d'arrêt de N'Djamena. C'est pour dire qu'il y a eu effectivement homicide volontaire des militaires du GUNT et dont le responsable est l'accusé. Les tortures, traitements inhumains. Il y a eu des traitements, il y a eu des tortures, effectivement. Les prisonniers qui étaient d'abord de Fada, on les a amenés à la maison d'arrêt de N'Djamena. Il y en a même qui étaient dans les locaux de la DDS, de camps de martyrs. Ils étaient éparpillés un peu partout. Ils ont subi des tortures. Monsieur le Président, les tortures qu'ils ont subies, c'est d'abord le fait qu'ils étaient entassés dans une petite salle de 12 mètres carrés. Et ils n'avaient même pas droit au repas. Quel repas, Monsieur le Président? Le mil ou bien le blé bouilli qu'ils mangeaient. Il arrivait des jours où ils ne trouvaient même pas manger, pendant des jours. Cela n'inquiétait personne, Monsieur le Président. Ils n'avaient même pas droit aux soins. L'infirmier qui était passé devant vous vous a dit qu'ils ont fait des demandes d'évacuation des prisonniers qui étaient très très malades, qui étaient gravement accidentés. Il n'y avait jamais de réponse. Ils n'avaient même pas de médicaments pour soigner. Et quel est donc le rôle d'un infirmier qui, soi-disant, est là, dans les maisons, du moins dans les lieux de détention, pour soigner alors qu'il n'a même pas de médicaments? C'est cela, ce que les gens ont vécu, Monsieur le Président. Ces prisonniers de guerre ont tous témoigné ce qu'ils ont vécu. Les traitements étaient vraiment inhumains. La torture était physique, morale. Ils étaient là pour mourir à petit feu. Les conditions étaient telles qu'on les a mis pour mourir à petit feu. Et chaque nuit, on venait enlever. On enlevait, les agents de la DDS venaient enlever les prisonniers de guerre pour aller les exécuter. Monsieur le Président, il y a eu aussi violation du droit des prisonniers de guerre à être jugés. Ils n'ont jamais été présentés devant les juridictions de la place. Pourtant, il y en avait. Il y avait la justice au Tchad à cette époque déjà. Il y avait les tribunaux. Ces prisonniers de guerre pouvaient être amenés devant les tribunaux pour qu'on les juge. Or, ce n'était pas le cas.
Ils sont restés dans les maisons d'arrêt, dans les prisons de la DDS. Ce n'est que lors des signatures des accords qu'ils ont pu obtenir la liberté, Monsieur le Président. Sans procès, sans voir ne serait-ce qu'un juge. Monsieur le Président, nous disons aussi qu'il y a eu des détentions et transferts illégaux des prisonniers de guerre du Gunt. Pourquoi? Parce que ils étaient d'abord... On les a transférés en N'Djamena. Et dans quelles conditions? Ils vous ont décrit ici les conditions de transférer. Ils ont fait des jours et des jours en route pour arriver à N'Djamena. Ils n'avaient même pas de repas. Ils étaient vraiment affamés. Et ces transferts avaient pour objectif de couper ces prisonniers de leur base. Ce transfert avait aussi pour objectif de les humilier, de leur rendre la vie difficile. Monsieur le Président, tous ont dit que M. Hissène Habré était même sur les lieux, à Faya-Largeau, le lieu du combat. Tous l'ont vu. Tous ont décrit comment les choses se sont passées. C'est pour dire qu'effectivement, l'accusé ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé. Il était même présent lors du combat de Faya. Il est donc incontestable qu'il a commis les crimes de guerre qu'on a eu à relever ici. Il a commis ces crimes parce qu'effectivement, il y a eu homicide volontaire, il y a eu exécution, des cadres civils, des cadres militaires, sans autre forme de procès. Il y a eu transfert illégal des prisonniers de guerre d'une destination à une autre. Il y a eu également torture, traitement inhumain. Et même le président de la commission d'enquête vous a dit que l'exécution de Ambing, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont exposé même les corps, les 149 corps. Ils ont exposé pendant au moins 2 ans, juste parce qu'il faut dissuader les autres. Ces corps n'ont jamais été enterrés. Monsieur le Président, vous voyez le degré de l'atrocité. Et tout cela viole allègrement les dispositions que nous avons eu à citer tout à l'heure. C'est pour dire que M. Hissène Habré est coupable de crimes de guerre, comme nous l'avons relevé si haut. Je vais donc laisser la parole à mon confrère, Maître Philippe, qui va vous entretenir sur les crimes de torture. Je vous remercie. La Chambre vous remercie. Comme je l'avais souligné à l'entame, il se trouve qu'il est 10h30. Nous pensons qu'il est peut-être opportun que nous puissions prendre la pause, la demi-journée, et Maître Philippe reprendra la parole à la reprise, si cela aussi vous agrée. Bien, donc nous observons une pause de 20 minutes avant de passer avec Maître Philippe.